Lorsque le récit qui diabolise les Juifs et Israël prend le pas sur la vérité sur les réseaux sociaux, en politique et dans la presse, comment lutter contre une fausse histoire et que peut réellement faire la loi? Je suis Ilana Mazel-Diamant et voici la loi fondamentale. Aujourd'hui, nous accueillons de nouveau le professeur Alan Dershowitz, suite à une récente conversation avec Dan Dicker et Khaled Khalid Aboutawamit sur JNS à propos du récent article diffamatoire de Nicolas Christophe. Je veux utiliser cet article pour illustrer un défi plus large auquel les Juifs en Israël font face aujourd'hui et réfléchir à nos actions possibles. Qui mieux que le professeur Dershowitz? Merci de nous rejoindre à nouveau. Merci de m'avoir invité, je vous en remercie. Un plaisir et un privilège. Nous commencerons par l'article de Christophe, puis passerons à des questions plus larges, abordant la liberté d'expression et la sécurité juive sous un angle plus stratégique. Mais pour résumer votre point de vue sur l'article et les mesures juridiques qui pourraient être prises pour répondre aux faussetés qu'il contient, vous aviez expliqué que vous pensiez qu'une action en diffamation n'était pas envisageable. Israël semble néanmoins aller de l'avant avec une telle action. Pourriez-vous expliquer de manière générale ce qu'il faut pour qu'un plaignant gagne dans une affaire de diffamation? Cela dépend du pays dans lequel ils intentent le procès. Il y a des règles différentes, oui. Et puis l'Angleterre, le Canada, l'Australie, Israël, d'un autre côté. Aux États-Unis, c'est mort-né parce qu'aucune personne nommée ou clairement identifiée n'a été diffamée avec malveillance. Donc, pour l'emporter, un individu, pas un pays, pas un gouvernement, doit être capable de prouver qu'il a subi un préjudice à cause de déclarations fausses qui ont été publiées de manière imprudente ou intentionnelle par le défendeur. Cela n'arrivera pas dans ce cas. Maintenant, l'Angleterre, le Canada, l'Australie et d'autres pays n'ont pas forcément la même spécificité. Donc, il y a des possibilités que des poursuites soient engagées dans ces pays. En Israël, bien sûr, le montant des indemnisations est toujours très faible dans les affaires de diffamation, mais néanmoins, symboliquement, une action en justice peut être intentée. Écoutez, soyons très clairs. Le comportement de Christophe était irresponsable sur le plan journalistique typique du New York Times. Rappelez-vous, le New York Times est le même journal, un journal détenu par des Juifs qui a fait l'éloge de Staline alors qu'il assassinait des centaines de milliers d'Ukrainiens, qui a relégué la Shoah en page 23 et qui a nié le droit d'Israël à exister. Le New York Times a eu le plus faible rapport entre la crédibilité réelle et la crédibilité perçue de tous les journaux du monde. C'est un média extraordinairement dangereux, mais qui est largement lu et donc, il est très influent. Il ne mérite pas d'être influent, mais il l'est. Et donc, quand vous avez une personne comme Christophe qui déguise les faits en opinion, ce qu'il fait, c'est, il prétend que c'est un article d'opinion, mais ensuite, il le remplit de faits présumés qui ne passeraient jamais les propres normes journalistiques du New York Times. Mais le New York Times a jugé l'article non pas selon les normes journalistiques de la première page, mais selon les normes d'opinion de la page 27, même si ce qui est allégué relève du reportage et ne respecte pas les normes journalistiques, non seulement du New York Times, mais de n'importe quel journaliste. Maintenant, j'ai une prédiction. D'accord. Il pourrait remporter le prix Pulitzer pour cela parce que le comité du prix Pulitzer est complètement sous l'emprise de la même gauche radicale qui contrôle aujourd'hui le New York Times. Et donc, je pense que nous avons un problème plus général qui est révélé et illustré par l'article de Christophe, mais qui va bien au-delà de Christophe et du New York Times. Donc je serais d'accord avec ça. Ma réflexion, étant donné que c'est une émission plus axée sur le droit, était simplement que cela pourrait être utilisé et sera probablement utilisé comme preuve dans les affaires en cours contre Israël au niveau international. Cela ne pourrait pas être utilisé, ce serait considéré comme un oui-dire. Inutilisable devant la Cour pénale internationale ou une cour similaire, mais cela pourrait servir de base à une diffamation supplémentaire. Alors, vous trouvez quelqu'un d'autre qui dit, regardez ça. Il est clair sans aucun doute que le Premier ministre d'Israël a autorisé l'utilisation de chiens pour violer. Vous savez, supposons ce genre de mensonge flagrant.
Ils diront que, mon Dieu, nous nous sommes fiés au New York Times et on peut certainement compter sur le New York Times pour écarter l'intention malveillante. Donc, cela a un effet multiplicateur et il y aura encore plus de diffamation. Nous les avons déjà vus s'opposer à Israël en se basant sur la crédibilité ou la crédibilité perçue du New York Times. C'est pour cela que c'est si dangereux. Je vais donc très bientôt passer à la question de ce problème plus vaste sur lequel vous avez mis le doigt et que vous allez, je pense, bientôt plaider devant la Cour suprême dans votre propre affaire. Je voudrais juste demander, vu toutes les inexactitudes prouvées, que ce soit avec M. Christophe concernant Israël ou Romney, il a commis plusieurs erreurs majeures. Des problèmes pour lesquels il a dû s'excuser et se rétracter auparavant. Il n'a pas enquêté sur d'autres accusations réelles et bien plus crédibles de viol et d'autres choses commises par des personnes qu'il soutient et qui lui sont proches. Donc lui-même a appliqué un incroyable deux poids, deux mesures dans ce qu'il examine, dans ce qu'il rapporte. La question est aussi de savoir si c'est pour lui ou pour le New York Times, car c'est un éditeur qui le paie. La question est de savoir où se situe la limite qu'une publication ne devrait pas franchir, ne peut pas franchir avant d'être tenue responsable des inexactitudes. Eh bien, la Cour suprême a rendu cette limite presque impossible à atteindre. J'ai actuellement une affaire en cours devant un tribunal des États-Unis contre CNN. CNN a délibérément, volontairement et malicieusement menti lorsque j'ai déclaré devant le Sénat des États-Unis, devant des millions de personnes, qu'un président pouvait être destitué. Il devrait être destitué s'il adopte une conduite criminelle ou assimilée selon la Constitution qui prévoit la destitution pour trahison, corruption ou autre crime et délit majeur. Ensuite, ces deux diffuseurs malveillants et anti-tout affirment que Dershowitz dit que Trump ne pourrait pas être destitué même s'il commettait des crimes graves comme l'extorsion, le meurtre, le viol et j'en passe. C'était un mensonge délibéré. Les juridictions inférieures l'ont reconnu et ont constaté ma diffamation, mais ont jugé que les journalistes étaient trop stupides pour comprendre que leurs propos étaient faux. Donc ils n'avaient pas la malveillance requise pour que je puisse intenter un procès, la défense de la stupidité pour CNN. C'est essentiellement ce qu'ils ont dit. La Cour suprême examine désormais cette question. J'aimerais en savoir plus, mais comment un tribunal détermine-t-il la malveillance réelle? Quand vous dites que c'est une norme presque impossible à atteindre, comment le prouver, sauf si quelqu'un écrit clairement « Je vais mettre ceci dans l'article par pure malveillance ». Eh bien, c'est presque impossible parce que les tribunaux se fient aux dénégations des défendeurs dans cette affaire lors des dépositions. Les dénégations disaient en gros, nous sommes trop ignorants, trop stupides, trop bêtes, trop mal informés pour avoir su que Dershowitz avait dit cela la veille à la télévision, que nous avons regardé et cela n'a pas suffi. Si cela ne suffit pas, je ne sais pas si on peut jamais le prouver face à une dénégation. Il suffit de nier, nier, nier et ensuite vous gagnez sur la question de la malveillance. Donc ce que nous avons demandé à la Cour suprême, c'est de changer la norme en ce qui concerne les personnes privées comme moi. Ils peuvent avoir une norme élevée lorsqu'il s'agit de critiquer des responsables gouvernementaux ou les gouvernements eux-mêmes. Mais lorsqu'il s'agit d'attaquer des individus, des personnes privées, ils devraient rendre un peu plus possible d'établir l'intention malveillante. Actuellement, c'est pratiquement impossible. Vous pensez être une personnalité publique? C'est bien cela? Alors, je suis une personnalité publique, mais pas un responsable public, ce qui fait une grande différence dans notre argumentation. Les responsables publics ont l'immunité. On ne peut pas les poursuivre en justice. Ils bénéficient de fonds publics qui les soutiennent. Ils ont des privilèges auxquels, même en étant une personnalité publique, je n'ai pas accès. Je ne bénéficie pas d'immunité. Si je retourne dire que le journaliste de CNN était stupide et malveillant, ils peuvent me poursuivre en justice. Ils ne l'ont évidemment pas fait parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais ils peuvent me poursuivre, alors qu'ils ne pourraient pas poursuivre le président des États-Unis. Ils ne pourraient pas poursuivre le sénateur, le membre du Congrès. Donc, il y a un déséquilibre entre les élus d'un côté et les responsables publics de l'autre. Et donc, nous intentons ce procès.
Je ne sais pas si ça va réussir ou non. C'est à la Cour suprême de décider. Il y a deux juges qui voudraient clairement voir l'arrêt New York Times contre Sullivan et ses suites limitées dans une certaine mesure. J'étais l'un des assistants juridiques qui ont travaillé là-dessus. Et l'avis sur lequel j'ai travaillé était limité aux élus et aux responsables publics nommés. Cela ne s'appliquait pas aux simples citoyens. Donc, nous essayons de le ramener à l'endroit où il était lorsque j'étais assistant juridique il y a environ 60, combien d'années maintenant? 63 ans. J'ai vu une interview où vous disiez avoir travaillé dessus. Nous devrions expliquer, pas nécessairement tout Sullivan, mais la décision et son raisonnement, car cette affaire et la jurisprudence qui en découle ont établi les normes actuelles de la liberté d'expression. Oui. La liberté d'expression est particulièrement, elle est au cœur de beaucoup de questions que se posent aujourd'hui les Juifs américains, et pas seulement eux, mais surtout dans un pays où il existe une norme absolue, en gros. Personnellement, je la soutiens, mais il existe aujourd'hui des questions difficiles sur la façon d'y réfléchir. Il y a une grande différence entre l'arrêt New York Times contre Sullivan lui-même et la jurisprudence qui en découle. Je soutiens généralement l'arrêt New York Times contre Sullivan. Nous devons simplement l'expliquer plutôt que, vous voyez? D'accord, lorsqu'il s'agit d'un responsable public. Dans l'affaire New York Times contre Sullivan, c'était un shérif d'un État du Sud qui faisait des déclarations. Et le New York Times a attaqué ce responsable élu ou nommé, la Cour suprême a jugé que pour l'emporter contre le New York Times, il fallait démontrer non seulement que ce qui avait été dit était faux, mais que c'était consciemment faux ou négligemment ou malicieusement ou de façon téméraire. Ça va. Mais ensuite, ils ont appliqué cela à des personnes qui ont été mises sous les projecteurs involontairement. Quelqu'un qui a été victime d'un cambriolage à domicile. Ils ne se sont pas exposés eux-mêmes au public, mais on les a soumis à la même norme qu'un élu. C'était une grosse, grosse, grosse erreur. Ensuite, ils sont allés plus loin et ont dit que pour prouver la malveillance, il fallait le faire non pas selon les normes habituelles, mais par des preuves claires et convaincantes, ce qui est très difficile à établir, surtout lorsque l'autre partie peut le nier. C'est donc la jurisprudence issue de l'arrêt New York Times contre Sullivan qui a créé une culture parmi les journalistes. Ils mentent en toute impunité avec la complicité de leurs éditeurs, parce qu'ils savent que, sauf circonstances extraordinaires, ils ne peuvent absolument pas gagner dans une affaire de diffamation selon les normes actuelles. Alors, comment recommanderiez-vous de l'encadrer tout en ne détruisant pas la compréhension unique de la liberté d'expression en Amérique? L'Amérique n'a pas une conception unique de la liberté d'expression. C'est une norme anglo-américaine propre aux démocraties occidentales. Au Royaume-Uni, ce n'est pas appliqué ainsi. Non, mais il y a, vous savez, autant de liberté d'expression dans la plupart de ces autres pays qu'il y en a aux États-Unis en pratique. Les normes sont différentes et les poursuites peuvent l'être aussi. Et j'en préserverai une partie, mais pas la totalité. Je ne pense pas que cette exigence de prouver la malveillance par des preuves claires et convaincantes devrait s'appliquer aux personnes n'exerçant aucune fonction officielle, aux Américains ordinaires qui n'ont pas forcément les ressources que possède le gouvernement, ni les privilèges et immunités dont dispose le gouvernement. Prenez par exemple les sénateurs. Les sénateurs peuvent dire et faire ce qu'ils veulent au Sénat, bénéficiant d'une totale immunité. Ils devraient donc être soumis au plus haut niveau de contrôle. Mais les citoyens ordinaires, même s'ils sont sous les projecteurs, n'ont pas ce même privilège. Et je pense que la liberté d'expression est diminuée et non renforcée lorsqu'il devient trop difficile de poursuivre en justice et qu'on encourage les médias à propager des mensonges qui servent leur récit. Et je pense que l'affaire Christophe en est un exemple parfait. Dans certaines parties du monde, vous pouvez intenter un procès même si vous êtes un pays ou une organisation, voire même une idée. Au Canada, par exemple, il existe des délits de discours haineux qui punissent les attaques contre le peuple juif. Pas en Amérique. Vous pouvez attaquer le peuple juif en toute impunité. Vous pouvez réimprimer les protocoles des sages de Sion sans qu'il y ait la moindre possibilité de recours légal de quelque nature que ce soit. Beaucoup d'Américains pensent que cela va trop loin.
Vous avez évoqué l'affaire Skokie dans un échange resté célèbre, et j'aimerais en discuter avec vous maintenant. La question pour moi sera de savoir si vos opinions sur la liberté d'expression ont changé depuis l'affaire Skokie, que vous devriez décrire, et l'époque actuelle. D'accord, j'étais membre du Conseil national de l'Union américaine pour les libertés civiles à l'époque de Skokie, et j'ai fermement soutenu le droit de ces voyous néo-nazis à faire leurs déclarations horribles et antisémites dans les rues de Skokie, une zone peuplée de nombreux survivants de l'Holocauste. Cela s'explique en partie par le fait que les nazis ne représentaient alors aucun danger pour les habitants de Skokie ni pour les Américains. Ils étaient agaçants et difficiles, mais il n'y avait aucun soutien pour l'antisémitisme à cette époque. Je n'ai pas changé. Mes opinions n'ont pas du tout changé, mais le monde a changé. Et aujourd'hui, faire le même genre de déclaration à Skokie que celle qui était faite à l'époque pourrait représenter un danger bien plus grand pour la communauté juive, des violences, des attaques contre les synagogues, des attaques contre des individus. Donc, il faut regarder le contexte, il faut regarder la réalité. Et je pense que la réalité du monde a changé depuis Skokie. Donc, je pense que la loi est la même et que les règles devraient être les mêmes. Et à l'époque, j'aurais quand même défendu la même position dans l'affaire Skokie. Mais aujourd'hui, je pense qu'inciter à des actes antisémites physiques contre des juifs individuels représente un plus grand danger et se prête davantage à une forme de recours juridique. Il y a quelques années, nous avons lancé une organisation appelée Frappe un juif, on te poursuit, mais elle n'a pas abouti. Et nous voulions engager des actions en justice contre toute personne qui attaque des juifs individuels à Brooklyn ou ailleurs. Et ces attaques sont augmentées. Et nous le voyons partout dans le monde aujourd'hui, en particulier en Angleterre, de plus en plus au Canada et en Australie et certainement aux États-Unis. Donc, les Juifs sont plus vulnérables aujourd'hui qu'ils ne l'ont été à aucun moment depuis 1932. Maintenant, je veux être clair. Je parle de 1932, pas de 1936, pas de 1939, pas de 1942. Je parle de 32 quand Hitler a été élu. Nous voyons aujourd'hui des personnes semblables à Hitler se présenter à des élections dans le Maine et dans le Michigan, où, en 1932, des étudiants juifs étaient victimes de discrimination. Nous voyons cela sur les campus universitaires. Nous constatons une diminution des admissions d'étudiants dans des établissements comme Harvard et Yale. Alors, sommes-nous en 1932? Eh bien, nous ne sommes pas en 1936, mais nous sommes sûrement proches de ce que les communautés juives vivaient dans certaines parties du monde en 1932. Selon vous, que devrait revendiquer la communauté juive concernant les règles encadrant les discours? Donc, par exemple, vous savez, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis personnellement pas d'accord, comme Free Palestine ou From the River to the Sea, qui aujourd'hui, je pense, s'il n'y a pas de menace imminente, de menace physique apparente, est simplement considéré comme un discours politique. Même lors de rassemblements qui sont, vous savez, quelque peu menaçants pour les espaces publics juifs et ainsi de suite. Eh bien, tout d'abord, nous avons des restrictions quant au moment. Les modalités et le lieu. Oui, donc, par exemple, lorsque des voyous se présentent devant ma synagogue Park East à New York et adoptent un comportement menaçant, la police installe en quelque sorte des barrières. Vous n'avez pas le droit de vous approcher d'un juif âgé qui se rend à la synagogue le Shabbat, de lui faire face, de commencer à le menacer et à l'intimider. Ce que vous avez le droit de faire, c'est de vous tenir à une centaine de mètres de la synagogue avec des pancartes disant que les Juifs sont mauvais. Les protocoles des sages de Sion, vous savez, les Israéliens utilisent des chiens pour violer. Vous pouvez faire cela tant que vous restez à distance et que vous n'intimidez pas physiquement ou peut-être même psychologiquement et que vous ne niez pas aux gens le droit d'exercer leur droit du premier amendement à la liberté de religion. Je connais beaucoup de personnes qui ne vont plus à la synagogue parce qu'elles ont peur de ce qui pourrait leur arriver si elles y allaient. Ils ont peur, premièrement, que la synagogue soit attaquée avec des armes à feu ou des bombes, mais même de façon moins dramatique, ils craignent d'être intimidés sur le chemin de la synagogue. Ils ont peur d'être agressés, qu'on leur crie dessus, qu'on les insulte.
Donc, on peut avoir à la fois la liberté d'expression et la liberté de culte si on exige que les manifestants restent à une certaine distance, comme ils doivent le faire aujourd'hui avec le président des États-Unis. On ne peut pas s'approcher du président et lui crier les choses que les gens crient habituellement au président. Il faut rester à distance de lui. Là, bien sûr, il y a un besoin particulier de protéger le président, mais il y a aussi un besoin particulier de protéger les fidèles des synagogues, des mosquées et des églises. Je pense que nous devons examiner de très près les critères concernant les restrictions de temps, de lieu et de manière sur la liberté d'expression qui n'affectent pas le contenu de cette liberté d'expression. Donc, vous avez le droit de crier, la Palestine sera libre du fleuve à la mer, et d'ailleurs, la norme doit être identique. Si vous pouvez le dire à propos des Juifs, vous devez pouvoir le dire à propos des Noirs. Vous devez pouvoir le dire à propos des femmes. Vous devez pouvoir le dire à propos des homosexuels. Vous ne pouvez pas avoir une règle différente pour les Juifs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les universités. Dans les universités aujourd'hui, si des étudiants disaient à propos des Noirs, des femmes ou des homosexuels ce qu'ils disent à propos des Juifs, ils seraient expulsés. Mais ils ne sont pas expulsés quand ils le disent des Juifs, alors que si c'est sur les Noirs, c'est considéré comme du racisme. Mais si vous le dites à propos des sionistes, ce n'est pas du racisme, c'est politique. Même si vous dites que les sionistes vendent de la viande avariée à Harlem et oppriment notre peuple noir, comme le disait Kofi Carmichael, ou si vous dites, comme le dit Tucker Carlson, vous savez, ce sont les sionistes, pas les juifs. Non, je n'ai jamais rien dit de mal sur les juifs, a déclaré Tucker Carlson. Ce sont les sionistes qui contrôlent les médias et contrôlent le pays et contrôlent l'économie, toutes ces choses-là. Ce sont les sionistes qui ont amené la traite des esclaves en Amérique, comme le dit Louis Farrakhan. Aujourd'hui, si vous utilisez le mot sioniste, vous échappez aux sanctions sur les campus universitaires. Non, cela ne peut pas être la règle. Regardez l'Université de Californie aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prendre la parole dans 13 clubs environ. Ce sont des clubs officiels financés par des fonds publics et fédéraux. La Californie est une université publique. Vous ne pouvez pas parler dans 13 de ces clubs si vous êtes sioniste. Mais qu'est-ce qu'être sioniste? Cela signifie que si vous êtes juif et que vous n'avez pas renoncé à Israël, on suppose que vous êtes sioniste. Et donc, en utilisant le mot sioniste comme paravent ou euphémisme, ils ont pu dire des choses sur les Juifs qu'ils ne peuvent pas dire sur les Noirs, les homosexuels, les immigrés, les personnes latino-américaines ou d'autres groupes. On peut supposer que l'État ou le gouvernement fédéral peut gérer l'application inégale. Eh bien, ils n'ont pas fait assez pour exiger une norme unique. La plupart des écoles n'exigent même pas une norme unique. J'espère qu'une partie des négociations qui ont lieu aujourd'hui entre le gouvernement fédéral et des universités comme Harvard exigerait une norme unique. Il ne suffit pas d'accepter la définition de l'antisémitisme, mais elle doit être identique à celle des autres groupes anti qui ne seraient pas autorisés à s'exprimer sur le campus. Les professeurs d'université aujourd'hui ne pourraient pas dire, même à propos de l'Afrique du Sud, ce qu'ils disent à propos d'Israël. Si on dit cela de l'Afrique du Sud, c'est jugé raciste car c'est un pays à majorité noire, alors qu'Israël, majoritairement juif, ne subit pas la même perception. On peut tout dire sur lui. Donc, c'est la norme unique, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan moral, qui doit être appliquée aux Juifs et à l'État-nation du peuple juif. J'ai encore une question à ce sujet avant d'aborder la question de répondre au mauvais discours par un meilleur discours, un point que vous soulignez souvent. C'est ça. Ce avec quoi je suis d'accord, mais il y a eu un auditeur qui a écrit J'avais fait un monologue où je défendais vigoureusement la liberté d'expression contre les restrictions de la liberté d'expression, en partie parce que je ne pense pas que ces interdictions fonctionnent réellement, et aussi parce que je tiens beaucoup à la liberté d'expression. Je suis d'accord. Et je pense qu'elle détourne l'attention de ce qui doit vraiment être fait. Mais il a soulevé une complication intéressante. Il a dit qu'il y avait ce problème de l'effet cumulatif des propos. Donc, par exemple, vous savez, euh, même dire quelque chose d'horrible comme tous les sionistes devraient mourir en soi n'est pas nécessairement une violation de la liberté d'expression. Si la personne à côté de vous à la manifestation dit ce gars-là c'est un sioniste, cela devient essentiellement une menace physique. Comment réagissez-vous? Parce que ni l'un ni l'autre n'a nécessairement dit quelque chose d'illégal. Il faut y réfléchir dans le contexte. Vous considérez les propos non pas isolément, mais dans leur contexte. Si deux personnes sont ensemble, l'une disant que les Juifs devraient mourir, l'autre disant « voici les Juifs ».
Certainement, s'ils agissent de concert, cela suffit pour les accuser de complot. Mais supposons qu'ils agissent individuellement. Ils ne se connaissent pas. Et un groupe de personnes crie « Tuez les sionistes! Tuez les sionistes! » Et un autre groupe de personnes dit « Voici les sionistes. Celui-ci est un sioniste. Ce type est un sioniste. » C'est une question difficile. S'il continue, le premier groupe continue de dire « Tuez les sionistes » après que le deuxième groupe ait désigné qui sont les sionistes. C'est suffisant pour constituer une infraction au regard de la norme d'incitation à un préjudice immédiat de l'arrêt Brandenburg. Donc, c'est une très bonne question. C'est une question que j'aurais posée à un examen quand j'enseignais à la faculté de droit de Harvard. Je vais la renvoyer à Daniel Rothenberg, qui l'a posée. Je n'ai pas entendu parler de nombreuses affaires suivant cette théorie. Si cela commence, ce sera en grande partie grâce à lui. Bon discours contre mauvais discours. Je dirais que ma question ici, et vous savez, je vais à l'encontre de mes propres inclinations. Ma question ici est la suivante. Le bon discours contre le mauvais discours, c'est un débat qui existe depuis des siècles. Et nous sommes dans un environnement médiatique différent. Les choses deviennent virales en un clin d'œil sur les réseaux sociaux. Euh, Si vous voulez vraiment parler de contexte, on peut parler de la jeune génération, qui est aussi beaucoup moins informée que les générations précédentes, historiquement. Laissez-moi m'arrêter une seconde. Je veux juste faire une remarque. Bien sûr. Puisqu'on parle des générations, ils représentent le plus grand danger pour l'Amérique aujourd'hui. Vous savez, quand je grandissais, on disait toujours « ne fais confiance à personne de plus de 30 ans ». Désormais, il faut se méfier des moins de 30 ans. Rappelons-nous qui a amené Hitler au pouvoir. De jeunes étudiants à l'Université de Munich, à l'Université de Berlin, à Heidelberg. Qui a amené Staline au pouvoir? De jeunes révolutionnaires à l'Université de Saint-Pétersbourg, à l'Université de Moscou. Qui a amené Castro au pouvoir? De jeunes étudiants en particulier. Qui a amené Pol Pot au pouvoir? Qui a amené au pouvoir beaucoup des pires individus responsables de la mort de tant de gens? Les jeunes. Alors ne laissez jamais les gens utiliser la jeunesse comme excuse. La jeunesse n'est pas un facteur atténuant, c'est un facteur aggravant historiquement. Alors accordons autant d'attention aux jeunes de 16, 17, 18, 20 ans qu'aux personnes de 50 ou 60 ans. Ils représentent un danger incroyable. Ils incarnent l'avenir alors que les plus âgés incarnent le passé. Donc je pense que le plus grand danger pour les Juifs aujourd'hui et le plus grand danger pour la liberté de tous vient des jeunes ignorants et insensés qui pensent avoir le monopole de la vertu. Assurons-nous de concentrer notre attention sur eux ainsi que sur les personnes plus âgées. Donc, à la lumière de cette perspective, la question devient alors, le bon discours combat-il vraiment le mauvais aujourd'hui? Je le ressens surtout sur les sujets liés aux Juifs et à Israël. Il est en position défensive depuis longtemps, comme beaucoup d'autres choses qui me tiennent à cœur dans le monde de la liberté. Et je me demande si la théorie doit être adaptée ou ajustée aux technologies actuelles, aux tendances sociales actuelles, ou si nous pouvons simplement, vous savez, l'affirmer, y croire et crier notre vérité sur tous les toits en espérant que cela tienne. Qu'en pensez-vous? La liberté d'expression dépend toujours du contexte. La déclaration la plus stupide sur la liberté d'expression a été faite par Oliver Wendell Holmes, affirmant que même la vision la plus extrême ne protège pas celui qui crie faussement au feu dans un théâtre bondé. C'est incroyablement stupide selon moi. C'est la déclaration la plus citée sur la liberté d'expression dans toute l'histoire de la liberté d'expression. Et elle ne passe même pas le test de QI à 60. Bien sûr, crier faussement au feu dans un théâtre bondé n'est pas du tout de l'expression. C'est comme tirer une alarme. Personne ne dirait que tirer faussement une alarme qui retentit, c'est de l'expression. Non, ce n'en est pas. Il n'y a aucune différence entre crier au feu et faire brrr. Il n'y a absolument aucune différence. Donc, Oliver Wendell Holmes a trompé le public avec son histoire de crier au feu. Je ne veux jamais entendre quelqu'un Réutiliser cette analogie. C'est l'analogie la plus stupide. jamais invoquée par un juge de la Cour suprême. Elle a davantage nui à la liberté d'expression. Souvenons-nous de l'affaire à l'origine de cela. L'affaire qui a donné naissance à cela concernait un groupe de manifestants opposés à la Première Guerre mondiale qui se tenaient devant un centre de recrutement et distribuaient des tracts, pas en criant, en distribuant des tracts. Et le tract disait « Vous avez un droit constitutionnel et légal de ne pas rejoindre l'armée si vous êtes objecteur de conscience. » Et c'est pour avoir distribué ces tracts qu'ils ont été poursuivis et condamnés.
Et Oliver Wendell Holmes a dit que c'était comme crier au feu dans un théâtre. Non, c'était plutôt comme distribuer un tract devant un théâtre avant d'y entrer en disant faites attention avant d'entrer dans ce théâtre. Il y a des problèmes de construction et de risque d'incendie qui pourraient mettre votre vie en danger. Alors, n'invoquons plus ce concept de crier au feu dans un théâtre bondé. Mais nous devons prendre en compte le contexte. En matière de liberté d'expression, tout est question de contexte. Et donc, il y a aujourd'hui des contextes qui évoluent et des approches qui changent. Et certains tribunaux ont reconnu qu'Internet constitue évidemment le changement de contexte le plus important aujourd'hui. Je crois que c'était Churchill qui a dit il y a presque 100 ans que le mensonge fait la moitié du tour du monde avant que la vérité ait eu le temps de mettre ses chaussures. Oui, C'était vrai à l'époque. Peux-tu imaginer à quel point c'est encore plus vrai aujourd'hui avec Internet? Nous devons donc adapter les règles en matière de liberté d'expression aux réalités d'Internet. à quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, cela consisterait à reconnaître la réalité qu'un bon discours ne neutralise pas toujours un mauvais discours. Je vais vous donner un exemple parfait. Dans mon cas, j'ai été faussement accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une personne que je n'ai jamais rencontrée, dont je n'avais jamais entendu parler. C'était à la une des journaux. Et puis, quand elle a rétracté son histoire et a essentiellement dit eh bien, il se peut que je l'ai mal identifié ou que je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre, je retire toutes mes accusations, je retire mes allégations. Quand on a appris qu'il existait un enregistrement audio de son propre avocat admettant que l'histoire ne pouvait pas être vraie, cela s'est retrouvé en page 88 sous la rubrique Météo. Donc, le bon discours, la vérité, n'a pas prévalu sur le mauvais discours. À ce jour, je suis banni du Higging de la 92e rue I. Je suis banni du Temple Emmanuel. Je suis banni du lycée Ramaz, en partie du moins, à cause de ces fausses accusations portées contre moi. Mes enfants en ont souffert. Ma famille, ma femme a souffert à cause de ces accusations. Et pourtant, la vérité n'a pas rattrapé le mensonge. Donc, vous savez, je comprends les risques d'une liberté d'expression totale et complète, tout en la soutenant en tant que défenseur du premier amendement. Les normes, sauf celles déjà évoquées, ne devraient pas forcément changer, mais nous devons être prêts à en assumer le coût et continuer d'avancer. Nous devrions être prêts à nous adapter à de nouvelles réalités qui pourraient nous obliger à modifier les normes de preuve, qui pourraient nous obliger à modifier certains aspects de l'approche juridique de la liberté d'expression sans pour autant en diminuer le cœur. Le cœur de la liberté d'expression, c'est que l'opinion ne devrait jamais être restreinte par le gouvernement. C'est ça le cœur. L'opinion ne devrait jamais être restreinte par le gouvernement. Tout le reste est périphérique à cela. Donc, nous devons examiner attentivement les aspects périphériques, pas le cœur. D'accord. Donc plus largement, même au-delà de la liberté d'expression, je suis simplement curieuse de connaître votre avis ici. Vous aviez également mentionné avec Dan Dicker et Khalid, vous avez parlé en quelque sorte de la guerre institutionnelle que nous avons vue se dérouler dans l'article de Christophe, où vous avez des allégations provenant d'ONG idéologiques qui sont ensuite systématiquement relayées et légitimées par des publications prestigieuses. Globalement, la conversation donnait l'impression d'une campagne très organisée pour que cela arrive. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de recherches dans le monde des ONG juives qui montrent que c'est effectivement le cas. Alors, selon vous, qu'est-ce que le monde juif fait de bien pour relever ce défi? Et qu'est-ce qu'il fait de mal? Où gaspille-t-il son énergie et où devrait-il la concentrer? Eh bien, tout d'abord, nos plus grands ennemis se trouvent au sein du monde juif. Nos plus grands ennemis ne sont pas Al Jazeera. Nos plus grands ennemis sont Haaretz, le Jewish Daily Forward, Peter Beinart, J Street, um, Jewish Voice for Peace, de nombreux rabbins réformistes. Nous avons un problème très profond au sein de la communauté juive. Omar Bartov, des personnes qui, vous savez, Omar Bartov nie le récit de la création d'Israël. Il dit que, vous savez, Israël a été créé sur la base de quelque chose de similaire à la Shoah, la Nakba. Je veux dire, les faussetés qui sont perpétrées par des juifs qui utilisent leur identité juive comme paravent à leur intolérance sont notre plus grand problème aujourd'hui. Maintenant, nous avons aussi des ennemis qui ne sont pas juifs, Christophe, évidemment, mais les ennemis de l'intérieur sont bien plus sérieux.
Si tu me demandes quelle organisation a fait plus de mal aux Juifs et à Israël que n'importe quelle autre organisation dans le monde, je dirais que c'est J Street. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a peut-être exagéré en disant que J Street est un cancer. Mais J Street n'est-il pas tout de même l'une des organisations les plus dangereuses qui ait jamais vu le jour? C'est comme ceux qui, pendant l'Inquisition, des Juifs qui sont devenus anti-Juifs et sont devenus des armes dans la guerre, ou pendant les affaires d'accusation de meurtre rituel où d'anciens Juifs ont témoigné contre des Juifs et ont dit oui, ils ont vraiment tué des bébés chrétiens pour leur sang. C'est ce que font ces traîtres juifs, et J Street est le chef de file parmi eux. Peter Beinart est l'un de ces individus. Omar Bartov, Norman Finkelstein, Noam Chomsky. Donc, nous devons d'abord régler notre propre problème. Les personnes qui prétendent être des amis et qui fournissent des munitions aux ennemis sont les pires. Eh bien, je ne suis pas sûre d'être d'accord avec l'ordre des priorités, mais quelles mesures concrètes aimeriez-vous voir mises en place? Je pense que nous devons être mieux préparés à répondre à la fausseté par la vérité. Nous ne sommes pas aussi préparés que nous pourrions l'être. Et nous aussi, vous savez, l'ennemi a ses propres médias. Ils ont le New York Times, ils ont CNN, ils ont des gens prêts immédiatement à accepter des déclarations anti-israéliennes. Nous n'avons pas ça de notre côté. Quand j'écris une tribune contre des gens comme Christophe, je n'ai pas immédiatement un endroit où la publier. Il n'y a pas d'endroit où une parole juste puisse immédiatement trouver sa place. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est construire un réseau de communicants aussi efficace que celui qui s'oppose à nous. Nous faisons un travail terrible, surtout pour des gens accusés de contrôler les médias, car nous n'arrivons même pas à y passer. Nous avons encore plus de défis à relever que je ne l'ai dit au début, mais nous en parlerons une autre fois. Merci d'être venu aujourd'hui. Eh bien, je ne veux pas finir en étant totalement pessimiste. Non, non, alors vraiment, vraiment, terminer sur une note optimiste. Je le veux. Eh bien, vous savez, en Israël, on dit qu'un pessimiste est quelqu'un qui dit: vous avez rendu les choses si mauvaises qu'elles ne peuvent pas empirer. Et un optimiste dit: si, elles peuvent. Je pense que ça peut empirer, mais je pense aussi que ça peut s'améliorer. Je crois que j'ai déjà parlé des jeunes et à quel point certains jeunes ont été dangereux pour la liberté au fil des années. Mais une chose que le 7 octobre a faite, en plus de retourner beaucoup de gens contre Israël, c'est que cela a renforcé le soutien à Israël chez de nombreux jeunes juifs sur les campus universitaires. Et des organisations juives comme le Shabbat, Stand With Us et d'autres ont repris de la vigueur et sont devenues très très actives et engagées en faveur des causes juives concernant Israël. Donc, je vois chez certains jeunes une raison d'être optimiste, mais je vois aussi une raison d'être pessimiste. Je vais donc conclure sur une note mitigée. Je conclurai sur une note optimiste, faisant confiance à la meilleure partie de la jeunesse actuelle pour nous guider avec la formation et les outils adéquats. Aviez-vous cette confiance en 1932? Nous ne pouvons pas faire confiance à l'histoire, nous ne pouvons pas faire confiance au destin, nous devons prendre notre destin en main. Nous n'avons pas fait assez en 1932. Quand j'y pense, je veux juste faire ce point avant que nous partions. 1935 a été la pire année de l'histoire moderne. Pourquoi? Que s'est-il passé en 1935? Rien, justement. C'est pour cela que c'était la pire année de l'histoire moderne. C'était la dernière année où la Grande-Bretagne et la France auraient pu détruire l'Allemagne nazie et empêcher la mort de 60 ou 70 millions de personnes, dont 6 millions de Juifs, et les Britanniques et les Français n'ont rien fait. Et si nous ne faisons rien aujourd'hui, en 2026-2027, nous entrerons dans l'histoire comme en 1935, où nous n'avons pas fait ce que nous aurions pu faire pour empêcher une menace croissante contre la communauté juive et son État-nation. Donc la responsabilité nous incombe. Non, je suis d'accord avec ça. J'admets que je parle d'un point de vue plutôt privilégié, étant simplement entouré par je travaille dans un centre éducatif, le centre Haredi. Nous organisons des programmes éducatifs pour ces Israéliens talentueux, engagés intellectuellement, plus conservateurs, à tendance classique et libérale, dans divers domaines. Et bien sûr, vous savez, en parallèle, ils font aussi des centaines et des centaines de jours de réserve, et c'est principalement cette jeunesse que j'ai l'occasion de rencontrer.
Ce sont ces personnes-là et leurs homologues ailleurs qui, je pense, vont s'assurer que ce ne soit pas un nouveau 1935. Eh bien, j'espère que tu as raison, parce que si tu regardes les institutions éducatives, y compris les institutions éducatives juives, le séminaire théologique juif, le mouvement juif reconstructionniste réformé, ils ne font pas leur travail. Beaucoup de synagogues réformées ne font pas leur travail. Et donc, tu sais, j'ai encore une opinion très, très mitigée. Je pense que nous, dans la communauté juive, pouvons faire beaucoup plus et nous devrions créer alliances plus fortes. Nos liens avec les chrétiens évangéliques sont très solides. Nous avons de bonnes alliances avec les catholiques. Nous devons renforcer notre diplomatie avec d'autres groupes religieux à travers le monde, ceux qui aiment la liberté et l'égalité. Mais je ne peux pas vous dire que je suis optimiste quant au fait que l'histoire ne se répétera pas comme en 1935. La décision est la nôtre, mais nous n'agissons pas assez. Je peux seulement vous dire que lors de votre prochain séjour en Israël, j'aimerais que vous rencontriez quelques-unes des personnes formidables avec qui nous travaillons. Pour l'instant, quittons-nous sur cette note mitigée et espérons reprendre plus tard. Bien, j'ai hâte de vous rencontrer en Israël. J'ai hâte de renouer avec certains des grands Israéliens que je connais depuis 70 ans. Amen, amen. Et à ceux qui célèbrent une Shavuot cette semaine, Chag Sameach.